Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une assemblée bondée et de sentir, au plus profond de votre être, que vous n'y aviez pas votre place, pas par colère, pas par orgueil, mais à cause d'une sensation silencieuse, presque impossible à expliquer, comme s'il existait un mur invisible entre vous et le monde, comme si tout le monde comprenait un code que vous n'avez jamais appris, comme s'il y avait une conversation à laquelle vous participez de l'extérieur, mais jamais de l'intérieur. Si cette sensation vous est familière, je dois vous confier quelque chose, car moi, je la connais. Je la connais depuis plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Et c'est dans un essai qu'Albert Einstein a écrit sur lui-même que j'ai trouvé pour la première fois de ma vie les mots exacts pour décrire ce que je n'avais jamais réussi à formuler. Pendant des années, j'ai cru que le problème venait de moi, qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ma façon de me connecter aux autres, au repas dominical en famille, au banc de l'église, aux fêtes de réveillon, où tous semblaient si authentiquement joyeux. Je souriais, je participais, je disais les mots justes, j'embrassais qui il fallait embrasser, mais à l'intérieur, il y avait une distance, une sensation d'observer tout de l'extérieur, comme celui qui regarde à travers la vitrine d'une boulangerie et voit les gens à l'intérieur, au chaud, discutant, riant, partageant le pain, et qui sait qu'il pourrait entrer, mais sans que, d'une certaine manière, la porte n'est pas vraiment pour lui. Je n'en ai jamais parlé à personne, parce que comment expliquer qu'on se sent seul au milieu de personnes qui vous aiment? Comment dire à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, que le réveillon vous fait vous sentir plus éloigné que n'importe quel jour ordinaire? Ça n'a pas de sens. Et parce que ça n'a pas de sens, on garde ça pour soi. Pendant des années, pendant des décennies, toute une vie, parfois. Si vous aussi, vous gardez quelque chose de ce genre, je veux que vous sachiez une chose avant de continuer. Vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas défectueux, et l'un des plus grands génies que l'humanité ait jamais produit a porté ce même sentiment toute sa vie. Einstein, l'homme dont le nom est devenu synonyme d'intelligence, a écrit quelque chose sur lui-même que peu de gens connaissent. Ce n'est pas une équation, ce n'est pas une théorie sur l'espace ou le temps. C'est une confession, peut-être la confession la plus honnête qu'un homme public ait jamais faite. Il a écrit dans un essai intitulé « Le monde ». Tel que je le vois, je suis un voyageur solitaire et je n'ai jamais appartenu à mon pays, à ma maison, à mes amis, ni même à ma famille proche, de tout mon cœur. Face à tous ces liens, je n'ai jamais perdu le sentiment de distance et le besoin de solitude. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dû arrêter de lire, pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais trop bien, parce que cette phrase, c'était moi, mot pour mot, sentiment pour sentiment. La sensation de distance, le besoin de solitude, l'appartenance qui n'est jamais complète, même quand tous les signes disent que vous devriez appartenir. Il m'a fallu quelques jours pour digérer ça. Et pendant ces jours, j'ai répété cette phrase dans ma tête. Je n'ai jamais appartenu à mon pays. Je n'ai jamais appartenu à ma maison. Je n'ai jamais appartenu à ma famille. De tout mon cœur. Cette dernière partie est celle qui fait le plus mal, parce que ce n'est pas qu'Einstein n'aimait pas sa famille. Ce n'est pas qu'il s'en fichait. C'est qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de lui. Une partie qui restait toujours à l'extérieur, observant, à une certaine distance, incapable de se livrer entièrement. Et j'ai reconnu cette partie, parce qu'elle vit en moi aussi. Vous savez ce qui est pire? C'est que ce sentiment ne vient pas avec une explication. Ce n'est pas comme une douleur dans le corps que vous pouvez pointer du doigt et dire « ça fait mal ici ». C'est plutôt comme un désajustement fin, comme une musique qui est presque accordée, mais pas complètement. Tous ceux qui vous entourent semblent entendre la mélodie parfaitement, et vous l'entendez aussi. Mais vous entendez aussi une note que les autres n'entendent pas, et cette note extra vous empêche de simplement vous détendre et de profiter de la musique comme tout le monde. À l'église, par exemple, vous êtes assis sur le banc, entouré de frères et sœurs en la foi,
chantant le même cantique, récitant la même prière. Et vous devriez vous sentir chez vous. Vous devriez vous sentir partie intégrante de ça. Mais il y a des moments où vous regardez autour de vous et vous pensez « Ils semblent avoir une certitude. Ils semblent sentir Dieu ici. Et moi, j'essaie. Mais il y a quelque chose entre moi et tout ça que je n'arrive pas à traverser. » Si vous avez déjà ressenti ça à la messe, au culte, à la réunion de famille, au repas de famille, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ces gens, c'est parce que vous portez une question que les autres ne semblent pas porter, et cette question vous place dans un endroit différent. Pas meilleur, pas pire, différent. Einstein ne se plaignait pas, il ne cherchait pas la pitié, il décrivait, avec une honnêteté qui tranche, quelque chose que beaucoup d'entre nous portent sans jamais trouver les mots justes. Le sentiment d'être un voyageur dans un monde de sédentaires, d'être toujours de passage, même quand vous êtes au même endroit depuis 50 ans, de regarder autour de vous et de voir que tous semblent avoir des racines, et vous, pour une raison que vous ne comprenez pas, vous continuez de flotter. Et le plus impressionnant, c'est qu'Einstein n'était pas quelqu'un qui vivait isolé par manque d'opportunités. C'était le scientifique le plus célèbre du XXe siècle. Il recevait des centaines de lettres par semaine. Il avait des amis influents, des collègues brillants, des admirateurs dans le monde entier. Il marchait dans les rues de Princeton et les gens lui faisaient signe, s'arrêtaient pour bavarder, demandaient des autographes. Et pourtant, un jour d'hiver, il a confié à un confident qu'il était un homme très isolé, que malgré le fait que tous savaient qui il était, très peu de gens le connaissaient vraiment. Si vous écoutez ça et que vous sentez quelque chose se serrer dans votre poitrine, je veux que vous sachiez que cette oppression n'est pas de la faiblesse, c'est de la reconnaissance. C'est la sensation d'entendre à voix haute quelque chose que vous avez porté en silence toute votre vie. Et il n'y a rien de mal à ressentir ça. Mais Einstein avait un paradoxe en lui qui me fascine encore aujourd'hui, quelque chose qu'il reconnaissait lui-même avec une honnêteté déconcertante. Il a écrit « Mon sens passionné de la justice sociale et de la responsabilité sociale a toujours contrasté étrangement avec mon manque prononcé de besoin de contact direct avec d'autres êtres humains et communautés humaines. » Pensez-y un instant. Einstein se souciait profondément des gens. Il luttait pour la justice. Il défendait les opprimés. Il alertait le monde sur les dangers de la bombe atomique. Il signait des manifestes pour la paix. Il écrivait des lettres consolant des inconnus qui avaient perdu leurs enfants. Il consacrait du temps et de l'énergie à des causes plus grandes que lui-même. Et en même temps, il n'avait pas besoin d'être près des gens. Il ne ressentait pas le besoin de connexion directe. Il aimait l'humanité, mais de loin. Il se souciait du monde, mais de son bureau silencieux. Il voulait le bien de tous, mais préférait marcher seul. Ça vous semble familier? Parce que quand j'ai lu ça, j'ai senti qu'Einstein décrivait non seulement lui-même, mais moi, et peut-être vous. Pensez aux fois où vous vous êtes donné pour quelqu'un sans hésiter. Dans ces moments où l'on veille tard, au chevet d'un petit enfant malade, ou lorsqu'on apporte un repas à un voisin, ou qu'on prie à genoux pour un inconnu, vous vous souciez des autres, profondément. Mais quand cela se termine, quand le geste est accompli, et que la nuit tombe et que vous êtes seul avec vos pensées, la distance revient, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que l'amour ne fait pas disparaître le mur invisible. Il le rend simplement plus transparent. Albert Einstein vivait ainsi. Il prenait soin du monde à distance, aimait l'humanité depuis son bureau silencieux, et lorsque les gens s'approchaient trop, lorsqu'il tentait de franchir cet espace qu'il maintenait entre lui et le monde, il se rétractait, non par froideur, mais par nécessité, comme un organisme qui a besoin d'espace pour respirer. Je me souviens de ma mère, elle était l'opposé de ce qu'on attendrait de quelqu'un qui se sent seul. Elle était la première à arriver à n'importe quelle réunion, et la dernière à partir. Elle connaissait tout le monde par son prénom, se renseignait sur les enfants, les petits-enfants, la santé.
Elle cuisinait pour tout le quartier quand quelqu'un tombait malade. Les gens l'adoraient, et elle adorait les gens. Vraiment. Il n'y avait rien de faux dans cet amour. Mais un après-midi, alors que j'étais déjà adulte et qu'elle portait déjà sur ses épaules le poids de plus de 70 ans, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Nous étions assis sur la véranda, elle avec son café à la main, et de but en blanc, sans que je lui ai rien demandé. Elle m'a dit « Mon fils, toute ma vie, j'ai été bonne pour assister au spectacle, mais je ne me suis jamais senti sur la scène. Je n'ai pas compris sur le moment, je suis resté silencieux, pensant que c'était juste une phrase en l'air. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'elle voulait dire, et je n'ai compris complètement que lorsque j'ai lu Einstein. Parce que ma mère ne disait pas qu'elle feignait, elle disait qu'elle participait à tout, aimait tout, se donnait à tout. Mais il y avait une partie d'elle qui restait toujours à l'extérieur, observant, séparée, présente dans son corps, absente dans quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, comme Einstein, et peut-être comme vous. Vous savez, j'y pense souvent. Combien de personnes, en ce moment, sont assises dans un salon, entourées de leur famille, avec la télévision allumée et le dîner sur la table, et se sentent absolument seules. Combien de fois quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a l'air bien, qui sourit, qui participe, est en réalité en train d'expérimenter cette même distance silencieuse? Combien d'entre nous sommes en train de jouer un rôle qui ne nous a jamais convenu, simplement parce que personne ne nous a dit qu'il existait une autre façon d'être? Mon voisin, M. Dubois, était ainsi un homme de peu de mots, toujours gentil, toujours présent quand on avait besoin de lui. Il réparait les clôtures, prêtait des outils, apportait le journal au voisin le plus âgé. Mais quand on regardait dans ses yeux, il y avait quelque chose de distant. Un jour, en prenant un café dans le jardin, il m'a dit, sans que je lui ai rien demandé, « Toute ma vie, j'ai été l'homme dont tout le monde avait besoin, mais je n'ai jamais su qui j'étais quand personne n'avait besoin de moi. » Monsieur Dubois est décédé il y a 3 ans, et cette phrase de lui résonne en moi jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était la même chose qu'Einstein disait, sauf qu'avec des mots d'artisan au lieu de mots de physicien. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme ça, ou peut-être êtes-vous cette personne, celle qui est partout, mais qui sent qu'elle n'appartient nulle part, qui aime les gens, mais se sent déconnectée d'eux d'une façon qu'elle ne parvient pas à expliquer, non par manque d'amour, non par manque de volonté, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose qui semble venir d'un endroit que l'on n'atteint pas avec des mots. Et c'est ici qu'Albert Einstein a dit quelque chose qui a complètement changé ma façon de comprendre ce sentiment. Quelque chose qui, quand je l'ai lu, a fait trembler le sol sous mes pieds. Parce que ce n'était pas une théorie scientifique, c'était quelque chose de beaucoup plus personnel que cela. En 1950, un rabbin nommé Robert Marcus a écrit à Einstein. Le rabbin était un homme extraordinaire. En avril 1945, il fut l'un des premiers aumôniers à entrer dans le camp de concentration de Buchenwald, où il trouva 904 garçons juifs qui avaient été cachés et sauvés par des prisonniers du camp. Marcus consacra des années de sa vie au sauvetage et à la réinstallation d'enfants juifs survivants de l'Holocauste. Mais en 1950, Marcus fut confronté à quelque chose qu'aucun courage ne pouvait préparer. Son fils de 11 ans mourut de la polio. Et au lieu de chercher du réconfort auprès d'autres religieux, au lieu de recourir à la théologie qu'il connaissait par cœur, le rabbin écrivit à Einstein, un physicien, un scientifique, un homme qui n'avait jamais fréquenté les synagogues avec régularité. La lettre qu'Einstein écrivit en réponse, datée du 12 février 1950, est devenue l'une des choses les plus profondes qu'un être humain ait jamais dites à un autre être humain en souffrance. Einstein a écrit « L'être humain est une partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se vit lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste.
une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison, en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. Illusion d'optique. Einstein, l'homme qui comprenait la lumière mieux que quiconque ait jamais vécu, disait que nos yeux nous trompent, que la sensation de séparation, ce mur invisible que je sentais entre moi et le monde, cette distance que vous ressentez peut-être même maintenant, n'est pas réelle. C'est une illusion d'optique de notre conscience. Nous ne sommes pas séparés, nous ne l'avons jamais été, nous faisons partie d'un tout, comme une vague dans l'océan qui, pendant un instant, pense qu'elle est différente de l'eau qui l'entoure, qu'elle a une identité propre, un début et une fin, mais la vague est l'océan. Elle n'a jamais cessé de l'être. Elle ne pourrait jamais cesser de l'être. Et voici ce qui m'a fait m'arrêter, ce qui m'a fait fermer le livre et rester en silence pendant un temps que je ne sais pas mesurer. Si la séparation est une illusion, alors le sentiment de ne pas appartenir n'est pas un défaut. C'est une perception que les liens superficiels que la plupart acceptent comme appartenance ne sont pas suffisants pour vous. Non parce que vous êtes trop exigeant, non parce que vous êtes difficile, mais parce que, d'une certaine manière, vous sentez qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà du nom, de l'adresse, du nom de famille, de la nationalité, du banc de l'église où vous vous asseyez tous les dimanches. Einstein ressentait cela. L'homme qui a percé les secrets de l'univers se sentait séparé des personnes qui l'entouraient, mais profondément connecté à quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer complètement. Au tout, à l'univers, à cette harmonie invisible qui transcende les frontières, les langues, les générations, et même la mort elle-même. Si vous vous êtes déjà senti étrange dans votre propre corps, étranger dans votre propre maison, visiteur dans votre propre vie, peut-être n'est-ce pas parce que vous n'appartenez pas, c'est parce que vous voyez plus clair. Peut-être est-ce parce que vous appartenez à quelque chose de beaucoup plus grand, que n'importe quelle salle, n'importe quel groupe, n'importe quelle étiquette ne peut contenir. Imaginez un arbre qui pousse dans un pot. Il vit, il donne des feuilles, il survit, mais quelque chose en lui sait qu'il n'est pas à sa place, que ses racines ont besoin de plus d'espace, que le pot est trop petit pour ce qu'il pourrait être. Peut-être êtes-vous cet arbre, et ce que vous appelez ne pas appartenir est en réalité vos racines, à la recherche d'un sol plus profond que n'importe quel pot ne peut offrir. Mais Albert Einstein ne s'est pas arrêté à la lettre au rabbin. Il a dit quelque chose de plus, quelque chose qui, pour moi, a bouclé une boucle, que j'ai mis presque toute une vie à comprendre. Il a écrit « Bien que je sois un solitaire typique dans la vie quotidienne, ma conscience d'appartenir à la communauté invisible de ceux qui s'efforcent d'atteindre la vérité, la beauté et la justice m'a préservé du sentiment d'isolement. Communauté invisible. Pas un groupe avec un nom et une adresse, pas une église spécifique, un parti, un club, une association, mais une communauté d'âmes éparpillées à travers le monde, à travers le temps, à travers l'histoire. Des personnes qui cherchent la même chose, vérité, beauté et justice, sans se connaître, sans connaître le nom les unes des autres, mais connectées par quelque chose qu'Albert Einstein pouvait sentir même dans la solitude la plus profonde de son bureau à Princeton. Avec la neige tombant à l'extérieur et le silence remplissant chaque recoin de la pièce. Et cela m'a fait penser à quelque chose auquel je n'avais jamais pensé auparavant. Vous savez, cette sensation de rencontrer une personne pour la première fois et de sentir que vous vous connaissez déjà, de converser avec un inconnu et en 5 minutes, sentir qu'il vous comprend mieux que des personnes qui vous connaissent depuis 40 ans. Peut-être que dans ces moments, vous rencontrez un membre de votre communauté invisible,
quelqu'un qui porte également la même quête, la même question, le même regard trop large pour l'encadrement du monde. Peut-être que les gens qui se sentent ainsi, qui n'appartiennent à aucun endroit, appartiennent en réalité à cette communauté, la communauté invisible. Peut-être que la raison pour laquelle vous ne vous sentez pas chez vous dans un endroit spécifique, c'est parce que votre maison n'est pas un lieu, c'est une quête, c'est une question, c'est un regard qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Mon frère aîné a toujours appartenu à tout, à l'équipe de football du quartier, au groupe d'amis de l'école, à l'église, à la ville. Je l'ai envié pour cela pendant des années. Il entrait dans une pièce et en faisait partie immédiatement. Comme si la pièce l'attendait, j'entrais dans la même pièce et me sentais visiteur. Comme si j'étais entré par la mauvaise porte. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était le normal et que j'étais le problème, qu'il y avait quelque chose en lui qui fonctionnait et en moi qui non. Mais après avoir lu Albert Einstein, j'ai commencé à voir les choses différemment. Mon frère appartenait à des lieux. J'appartenais à des questions. Il trouvait du réconfort dans les groupes. Je trouvais du réconfort dans les quêtes. Aucun de nous n'avait tort. Nous appartenions simplement à des choses différentes. Et la chose à laquelle j'appartenais n'avait pas d'adresse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, merci. Merci du fond du cœur. Parce que parler de solitude et de ne pas appartenir exige une vulnérabilité que tout le monde n'a pas. Et je sais que ce n'est pas facile d'entendre ces choses sans que quelque chose ne bouge à l'intérieur. Cette chaîne existe parce que j'avais moi aussi besoin de ces mots. Et si quelque chose de ce qui a été dit vous a apporté un certain confort, une certaine reconnaissance, le Super Thanks est une façon de m'aider à continuer à apporter ces réflexions. Mais seulement si cela a du sens pour vous. Votre présence ici, en ce moment, est déjà suffisante. Albert Einstein a aussi écrit quelque chose que j'aurais aimé lire beaucoup plus tôt dans ma vie, quelque chose qui m'aurait épargné des années de douleur inutiles. J'ai vécu dans cette solitude qui est douloureuse dans la jeunesse, mais délicieuse dans les années de maturité. Douloureuse dans la jeunesse, délicieuse dans la maturité. Quand nous sommes jeunes, ne pas appartenir fait mal, ça fait mal profondément. Parce que nous voulons être acceptés, nous voulons faire partie, nous voulons que le monde nous regarde et dise « Vous êtes l'un des nôtres ». Et quand cela n'arrive pas, quand vous vous asseyez à la cantine et que personne ne vous invite à la table, quand vous êtes dans la cour de récréation et que les groupes sont déjà formés, quand vous allez à une fête et vous sentez que vous êtes transparent, le rejet ressemble à un jugement. Il semble qu'il y ait quelque chose de fondamentalement faux chez vous. Il semble que la faute soit entièrement vôtre. Mais avec le temps, quelque chose commence à changer. La solitude qui était autrefois prison se transforme en espace. Le silence qui était autrefois vide se remplit de quelque chose que vous ne parvenez pas à nommer, mais que vous reconnaissez comme vôtre. Les questions qui vous tourmentaient autrefois deviennent des compagnes, et le « ne pas appartenir », qui était autrefois une blessure ouverte, commence à se révéler comme un chemin. Albert Einstein a vécu cela, et pas de manière poétique ou abstraite. Il l'a vécu dans son corps, dans sa chair, dans son histoire. Quand il était jeune en Allemagne, il était juif dans un pays qui rejetait de plus en plus les juifs. Quand il est devenu le scientifique le plus célèbre du monde, il a été attaqué pour avoir fait ce qu'ils appelaient de la physique juive. Quand il a fui l'Allemagne en 1933, il a laissé derrière lui tout ce qu'il connaissait, la maison, les amis, la langue, les rues où il a marché. Il est arrivé à Princeton comme immigrant. Célèbre, oui, mais immigrant. Et les immigrants savent ce que c'est que de porter le sentiment de ne pas appartenir, d'être dans un lieu qui n'est pas le vôtre, de parler une langue qui n'est pas la vôtre, de sourire à des coutumes qui ne sont pas les vôtres. Et au fond, sachant que l'endroit d'où vous venez n'est plus le vôtre non plus, parce que quand vous partez, quelque chose se brise, et quand vous essayez de revenir, l'endroit a changé, ou vous avez changé, ou les deux. Albert Einstein a traversé la douleur de l'exclusion en Allemagne.
l'étrangeté d'être juif dans un monde qui le rejetait, l'isolement d'être un immigrant à Princeton, célèbre mais inconnu. Et au final, il a trouvé dans cette solitude non pas une punition, mais un cadeau. Un espace où les questions les plus profondes pouvaient respirer, où l'univers avait de l'espace pour parler. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes plus connectés qu'à aucun autre moment de l'histoire humaine. Nous avons des centaines de contacts dans nos téléphones. Nous recevons des messages toute la journée. Nous pouvons voir le visage de quelqu'un de l'autre côté de la planète en quelques secondes. Et pourtant, jamais autant de personnes ne se sont senties aussi seules. Jamais autant de personnes n'ont rapporté sentir qu'elles n'appartiennent pas, qu'elles sont invisibles, bien qu'elles soient partout. Albert Einstein n'avait pas de téléphone portable, il n'avait pas de réseaux sociaux, il n'avait pas de messagerie instantanée. Et pourtant, il a décrit cette sensation avec une clarté qui semble avoir été écrite hier, parce que le sentiment de ne pas appartenir n'est pas un problème de technologie, ce n'est pas un problème de génération, c'est un sentiment humain, aussi ancien que la conscience, aussi profond que l'âme. Et si Albert Einstein avait raison, si la séparation est réellement une illusion d'optique de notre conscience, alors toute cette solitude que nous ressentons n'est pas la preuve que nous sommes seuls. C'est la preuve que notre vision est encore limitée, que nous ne parvenons pas encore à voir le tout dont nous faisons partie. La prison n'est pas la solitude. La prison est l'illusion tenace que nous sommes séparés, une illusion. Mais si c'est vrai, si cette séparation n'est qu'une illusion, alors pourquoi cela fait-il si mal ? Pourquoi ce sentiment de ne pas appartenir, cette douleur sourde, persiste-t-il même lorsque l'on sait, intellectuellement, que ce n'est qu'une chimère? Peut-être, tout simplement, parce que savoir et ressentir sont deux réalités distinctes. On peut savoir que l'on n'est pas seul, on peut comprendre, avec sa raison, que l'on fait partie d'un tout, d'une tapisserie immense et complexe, mais ressentir cela, vraiment, le sentir vibrer dans son corps, dans sa poitrine, sous sa peau, c'est une toute autre histoire. Et c'est peut-être, précisément, cela le véritable voyage, non pas atteindre un jour hypothétique où l'on ne ressentirait plus cette séparation, mais apprendre à la reconnaître lorsqu'elle se manifeste et lui dire, avec une douce fermeté, « Je te connais, je sais que tu n'es pas réel, et malgré tout, je continuerai à avancer. » Albert Einstein a vécu cela toute sa vie. Il a ressenti cette séparation et il a créé malgré tout. Il a éprouvé la solitude et il a aimé malgré tout. Il a senti la distance et il a partagé malgré tout. Non pas parce qu'il avait surmonté ce sentiment, mais parce qu'il avait appris à cohabiter avec lui, sans le laisser le paralyser, sans le laisser éteindre sa flamme intérieure. Et la clé, selon Einstein, n'est pas de forcer l'appartenance. Ce n'est pas de tenter de se caser là où l'on ne rentre pas. Ce n'est pas de faire semblant que ce mur invisible n'existe pas. La clé, c'est d'élargir le cercle, d'élargir la compassion, d'élargir la vision, comprendre que l'on n'a pas besoin d'appartenir à une simple pièce pour appartenir à l'univers. Je me retourne sur mon passé et je vois toutes ces fois où j'ai essayé de me faire accepter, dans des groupes qui n'étaient pas faits pour moi, dans des conversations qui ne me touchaient pas au cœur, dans des rôles que j'ai endossés, comme des costumes de carnaval. Et je réalise tout le temps précieux que j'ai gaspillé à vouloir appartenir à des choses tellement petites, alors que, depuis toujours, j'appartenais à quelque chose d'immense, quelque chose sans nom, sans adresse, sans carte de membre, la même chose, peut-être, qu'Einstein ressentait en contemplant les étoiles et en se demandant pourquoi l'univers était intelligible, la même chose que ressentait, peut-être, ma mère, en regardant une assemblée bondée et en sentant intuitivement que quelque chose de plus grand que n'importe quelle conversation était à l'œuvre. La même chose, peut-être,
que vous ressentez maintenant en écoutant ces mots et en reconnaissant en eux quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous n'avez jamais entendu quelqu'un d'autre exprimer. Et il y a peut-être quelque chose de sacré dans tout cela, car si l'on y réfléchit bien, les grands chercheurs, les grands explorateurs de l'histoire ont toujours été des personnes qui ne collaient pas, qui ne rentraient pas dans les cases. Moïse était un étranger dans chaque terre qu'il foulait. Jésus est né dans une crèche, a vécu sans domicile fixe et est mort entre deux inconnus. Saint Thomas doutait quand tous autour de lui croyaient aveuglément. Mère Teresa a confessé dans des lettres privées avoir passé des décennies sans ressentir la présence de Dieu, servant en silence, portant une solitude que personne autour d'elle ne soupçonnait. Je ne dis pas que nous sommes comme eux, je dis que ce sentiment de ne pas appartenir, cette sensation d'être entre deux mondes, ni tout à fait ici, ni tout à fait là, est peut-être le terrain fertile où naissent les questions les plus importantes. C'est peut-être l'espace d'où émane la compassion véritable, car celui qui s'est déjà senti exclu sait exactement ce que cela fait. Et lorsqu'il rencontre quelqu'un dans cette même situation, il le reconnaît immédiatement. Sans avoir besoin de mots, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas défectueux, vous ne faites rien de mal. Peut-être avez-vous simplement un regard plus large que la plupart des gens. Et lorsque le regard est très large, le cadrage des autres paraît toujours trop étroit. Einstein n'a jamais trouvé un lieu où il se sentait complètement chez lui, mais il a trouvé quelque chose de mieux. Il a trouvé la conscience que l'appartenance véritable ne dépend pas d'un lieu. Elle dépend d'une vision. Elle dépend de la capacité à élargir le cercle. Et lorsque le cercle s'élargit suffisamment, tout fait partie du même tout. Vous, moi, l'étoile la plus lointaine, la pensée la plus silencieuse, l'inconnu qui écoute ces mêmes mots, maintenant, à quelque part dans le monde, ressentant exactement ce que vous ressentez. Tout est partie intégrante de ce qu'Einstein appelait l'univers. Et dans cet univers, vous n'êtes pas un étranger, vous êtes une partie, limitée dans le temps et dans l'espace, certes, mais une partie nécessaire, insubstituable. Et peut-être, la prochaine fois que vous entrerez dans une pièce et que vous sentirez ce mur invisible entre vous et les autres, au lieu de vous demander pourquoi vous n'appartenez pas, vous pourrez vous souvenir d'Einstein et sourire intérieurement, car ce mur, cette paroi, n'est pas réelle, elle ne l'a jamais été. C'est une illusion d'optique. Et de l'autre côté, il n'y a rien qui attend que vous traversiez, car il n'existe pas d'autre côté. Il n'a jamais existé. Vous y êtes déjà. Vous y avez toujours été. La seule chose qui manquait, c'était de le percevoir. Vous aussi. Vous ressentez cela? Cette sensation d'être partout et nulle part à la fois? Racontez-moi cela dans les commentaires, car j'ai passé la majeure partie de ma vie à penser que j'étais le seul. Et lorsque j'ai découvert qu'Einstein, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, ressentait la même chose, le soulagement a été si grand que je ne saurais l'exprimer avec des mots. Si vous vous êtes reconnu dans quelque chose qui a été dit aujourd'hui, je veux le savoir. Non pas pour compter des chiffres, mais parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « moi aussi », la communauté invisible devient un peu plus visible.